La conférence Est, elle aussi, bat son plein. Alors, il y a moins de séries chaudes et serrées, mais il n'empêche, il y a plein de choses à dire. On va commencer avec la première information de ce lundi. C'est que Boston sweep donc Indiana. Hier soir, 4e match dans l'Indiana et victoire de Boston 110-106. Pas se mentir. C'est peut-être pas la série de l'année d'un point de vue des plans de jeu, mais on peut en tout cas dire bravo aux Celtics qui ont assuré l'essentiel, donc une qualification au deuxième tour. Ouais, ils ont assuré l'essentiel, un sweep, c'est jamais neutre. Il a toujours manqué quelque chose aux Pacers. Victor Oladipo, déjà. Tu m'étonnes. C'est quand même un énorme manque. Et, de l'énergie aussi, ils avaient l'air cramés. Tu vois, une mi-temps, un quart-temps, une fin de match, enfin, ça s'est souvent joué dans. Ça a toujours été serré. Sauf le premier match où ils ont complètement explosé en deuxième mi-temps, mais il leur a manqué beaucoup d'essence. Il y a des mecs qui sont passés complètement au travers. C'est pas un mec comme Sabonis, je pense, arrive cramé. C'est pas que c'est un mauvais joueur. Je pense qu'il arrive cramé. Ouais. Nate McMillan est beaucoup pointé du doigt par la presse américaine. C'est Rémi Reverchon qui nous disait ça hier. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été très inspiré, notre ami. Il n'a pas réussi à trouver de solution aux défis imposés par Boston. Depuis la blessure d'Oladipo, et on était les premiers à le dire, ouais, mais cette équipe, elle continue à gagner, c'est sympa. Au final, avec le recul, tu regardes que le bilan était quand même en dessous des 50%. Et le révélateur des playoffs a vraiment montré que cette équipe avait des limites. Maintenant, il y a des choses autour de Miles Turner qui peuvent se construire. Le retour de Victor Oladipo, mais il va falloir réfléchir quand même à faire évoluer cette équipe dans le jeu. Alors restons un peu sur Indiana, hein. On l'a dit, vraiment, ils ont manqué de jus. En fait, j'ai senti qu'ils étaient limités dans le talent, mais ça on le savait. Mais collectivement, ils ont répondu présent défensivement autour de Miles Turner. On va voir son petit Omar un petit peu après. Mais tu vois, d'imaginer que cette équipe puisse prendre 1 ou 2 matchs dans cette série, ça nous paraissait complètement possible. La réalité, c'est qu'au talent, Boston, qui n'est pas inspiré non plus, tu vois, c'était vraiment pour moi une pauvre série d'un point de vue basket. Tu vois, je me suis très peu amusé à regarder tous ces matchs-là. D'ailleurs, je pense que c'est la série qui m'a le moins fait kiffer de toutes les séries de ces playoffs. Et pourtant, voilà, ils vont se faire sortir avec les honneurs parce qu'on n'imaginait pas plus. Même avec Oladipo, on les imaginait pourquoi pas passer un tour, mais on ne pouvait pas imaginer beaucoup plus. Non, c'est sûr. Non, mais Indiana, je pense que c'est un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas si les fans des Pacers vont partager cet avis-là. Je pense c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ça a vraiment, avec l'absence de Oladipo, ça a vraiment montré un petit peu là où on devait. Il faut le voir d'une manière positive. C'est jamais marrant un sweep, mais essayons de le voir de manière positive. Ça a montré tout ce qui manque pour l'instant aux Pacers pour les titiller, finalement, ce top 4 qu'ils ont titillé en saison régulière, mais finalement. Ils en sont si près, si loin. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont certes, il leur manque leurs meilleurs joueurs, mais quelque part, il faut qu'il y ait un banc un peu plus solide. Il faut peut-être que sur le poste de meneur, il y a un peu plus de Quand Joseph Daniel, Joseph. Bon, ils sont mignons, mais t'en as un ou l'autre. Deux bons backups, voilà, deux très bons backups, mais pas les deux en même temps. Donc voilà, on sait où on doit travailler. Moi, je crois beaucoup quand même en Miles Turner qu'il faut peut-être remettre un petit peu plus au centre du jeu. Parce qu'il est un petit peu plus de ballon. C'est la pièce la plus importante. Il est le meilleur contreur de NBA, mais très important défensivement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il ne s'est même pas encore trouvé lui-même offensivement. Alors que là, on pense de Oladipo, il avait des ballons et tout. T'aurais pu imaginer. On pourrait se servir un petit peu plus de ce mec-là qui est quand même au large, en post-up, à mi-distance. Voilà, je pense que je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Nate McMillan, mais peut-être que même s'il a fait du bon boulot, lui dire merci pour tout et trouver un coach qui va les faire évoluer un petit peu offensivement. Si en tout cas, ils ont toujours cette volonté d'aller titiller les Toronto, les Boston, les Philly et autres. Indiana aura la possibilité de signer quelqu'un cet été. On verra si ils sont attractifs. On aura le temps d'en reparler d'ici l'été et de voir ce qu'ils vont faire cet été. Du coup, en parlant de Boston, vite fait comme ça, alors je t'ai posé la question au bout du match 1, est-ce que ça pouvait être une victoire fondatrice? Est-ce que tu penses que cette série a créé quelque chose, une dynamique dans cette équipe? Je ne sais pas, parce que l'opposition était quand même... Ils ont très vite mis la main sur cette équipe des Pacers, les Celtics. Maintenant, ils ont récité leur basket. Certains mecs ont pu retrouver un petit peu de confiance. Je pense notamment à Lorford, à Gordon Hayward, à Kyrie Irving aussi, qui, dans le leadership, a repris vraiment le contrôle de cette équipe-là dans le scoring. Jason Tatum a mis des paniers aussi importants. Ils ont remis un petit peu les choses en place. Un petit peu, malheureusement. Il y a Marcus Smart qui va revenir. C'est très bien, ils ont fait le taf. Je pense qu'ils ont repris une confiance qu'ils n'avaient pas forcément en fin de saison régulière. Maintenant, la future opposition face aux Bucks, elle va être tout autre à mon goût. Moi, je reste persuadé que cette équipe-là, il leur manque un supplément d'âme pour aller viser ne serait-ce qu'une finale de conférence. Je suis en train de... Polo m'envoie des messages en même temps. C'est un pavé que tu m'as envoyé. Ça va être difficile de lire ça en parlant. Je peux parler, mais ça va être compliqué. Ok, très bien. Je prends note, mon cher Polo. Qu'est-ce que tu vois pour la suite, Aaron? Parce que moi, en fait, tu vois tout ce que je t'ai dit pendant toute la saison, que c'est en play-off qu'on verra, c'est en play-off que Brad Stevens va pouvoir sortir les cartes, blablabla. Moi, cette série m'a pas du tout rassuré. Tu vois, après ça... C'était ma question. Bah après un sweep, tu l'as dit, c'est pas anodin, c'est quelque chose. En premier tour des playoffs, c'est assurer un deuxième tour et du repos et donc de la remise en place au coaching.
Je ne sais pas quels sont les points forts de cette équipe. J'ai du mal à voir un fond de jeu. Alors oui, ils ont du talent. Fond de jeu, il y a eu hier. Hier, on a vu Dans un fond de jeu. Ils ont récité un basket plutôt propre. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, mais moi, je regarde globalement sur une série, je ne prends pas match par match. Je ne peux pas dire et j'ai toujours ce problème, c'est un énorme problème pour moi, que cette équipe qui ne joue que par la périphérie. Moi, t'as des athlètes, je veux voir des dunks, je veux voir des fautes, je veux voir des end-one, je veux voir tout ça, et je n'ai que des mecs qui prennent des feuilles de voie à mi-distance, je vois que des... Alors, ils sont carrés, hein, les Tatum, les Kyrie Irving, les Gordon Hayward, ou Maurice. Mais la réalité des playoffs, c'est que tu as besoin d'aller chercher des lancers francs, d'aller chercher du contact dans la raquette. Conscient de ça, parce que face à Milwaukee, il va clairement falloir trouver de l'alternance. Il va falloir qu'Al-Horford, même si hier il est fantastique dans le match 4, il va falloir qu'Al-Horford se resitue plus proche du panier, elle est un peu plus au mastic. Il va falloir faire mal à cette équipe des Bucks, notamment Antetokounmpo proche du cercle. On va voir ce qu'ils vont réfléchir, ce qu'ils vont mettre en place. Maintenant. Alors, Ford n'a pas été fantastique hier. Hein, t'as dit fantastique, il l'a pas été. Hier, il a été bon. Il est maladroit, mais je trouve dans le jeu, il est bon. Oui, fantastique. Moi, je le trouve. Ouais, mais j'entends. Bref, fantastiquement flamme un peu. Oui, voilà, c'est tout. Mais je trouve qu'hier, il récite un basket. Après, ils sont assez peu contrariés. Maintenant, moi, je trouve qu'il va leur manquer. Il leur manque un supplément d'âme. Le problème n'est même qu'ils pas avaient l'année dernière. C'est ça le pire. Qu'ils avaient l'année dernière. Absolument. Quelques commentaires sur la série. On parle de Brad Stevens quand même, donc je pense que ça va être une série superbe contre les Bucks. C'est vrai qu'on va pouvoir se projeter, parce qu'on imagine 2 sweeps aussi pour les Bucks. Hayward, je le trouve moins réservé sur ses appuis. Il va plus franchement au contact qu'avant. Moins de crainte, j'ai l'impression, ça fait plaisir, nous dit Lord NT. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sens qu'il revient à très bon niveau, physiquement au moins? Oui, en tout cas, physiquement, ça monte sur ses appuis. Et d'ailleurs, il va mettre un dunk, même s'il y a faute, passage en force de Aaron Baines. Ouais. Il va mettre un dunk, oui, on le sent saignant. Puis en fin de match, il met des gros paniers. C'est bien. De toute façon, maintenant, après, c'est un peu relou. Dès qu'il marque un panier, Gordon Hayward, on est content, on a l'impression qu'il revient à son niveau. Maintenant, il n'y a qu'un ballon. Quelle place réellement il va avoir dans des matchs chauds, dans des matchs de muerte, comme ils vont avoir face à Milwaukee? C'est en ça que moi je veux voir quelle sera la hiérarchie et quel impact sera capable d'avoir Gordon Hayward dans ce type de match-là. On rappelle qu'il y a 2 ans, il était All-Star d'une équipe de play-off à l'Ouest. Donc voilà, moi, je veux voir maintenant, face à une opposition comme les Bucks, j'attends qu'une chose, c'est que cette série commence. Très bien. Allons donc du côté de Milwaukee. On parlera de Toronto, Orlando. Attends. Excuse-moi, vas-y. Moi, ce matin, j'ai fait un petit montage avant de finir sur cette série. Ah oui, vas-y. La saison des Pacers est terminée. On voit dans le barco le dunk de Miles Turner pour d'ailleurs Gordon Hayward. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un Thomas d'une violence. On est clairement sur la plus belle action pour l'instant de ce début de playoff. Un énorme face dans la gueule, regardez-moi ça, chers amis, boum, dans la gueule, plein pot. Un petit système là-bas à l'opposé, Bogdanovic, le petit pick and roll, attention, et ça va partir. Maintenant, regardez de quoi il est capable, parce que même avec de 2-10, fin de truc, et là, oh là là. Énorme Thomas! Incroyable. Énorme Thomas! Laisse le ralenti un peu dans le barco. Énorme Thomas! Mais vraiment, la hauteur, quand on voit, il a quasiment la main et le ballon au-dessus du carré blanc. Incroyable. Incroyable. Ce que j'adore, tu vois, c'est vraiment que le fait que ce soit un gars de 2-10 qui fasse fin de frappe, fin de tir, je pars à droite, 2 dribbles et je monte. On voit à quel point ce mec, on va pas l'apprendre maintenant, est capable de choses magnifiques physiquement. C'est toi qui as fait le montage, bravo Erwan. Non, c'est pas moi, c'est pas ma vidéo ça. C'est pas ta vidéo? Ah, c'est celle que tu as envoyée. Bravo Erwan pour ce magnifique montage. Hein. Bravo. En tout cas, on reverra peut-être d'ici demain le ralenti de ce dunk. C'est pas grave, admettons. En tout cas, on voulait absolument vous le remettre. On voulait vous remettre ce magnifique dunk de Miles Turner. On peut enchaîner avec une autre série, ça te va, Erwan? On va donc à Milwaukee, puisque Détroit, avec Blake Griffin, recevait donc Milwaukee pour ce match 3. Et bien, c'est encore une fois une écrasante victoire des Bucks, 119-103, donc le retour de Blake Griffin à 27 points, on va en parler en un mot, mais c'est encore une belle victoire collective, j'ai envie de te dire, pour ces Bucks qui sont largement au-dessus. Ouais, ils sont largement au-dessus, avec un Antetokounmpo pas spécialement inspiré, qui force pas, et surtout, je trouve, un Eric Bledsoe de très haut niveau. Très haut niveau. D'accord. J'ai pris ses stats, il a 19 points, 6 rebonds, 5 passes sur le match. Michael Brogdon est blessé. Ouais. Et finalement, la meilleure solution pour les Bucks, c'est un Eric Bledsoe à ce niveau-là. Mais Sterling Brown dans le 5 majeur. Il a des stats clairement au-dessus par rapport à la saison régulière. En saison, il tourne à 15,9 points par match, 5,5 passes et plus de 2 pertes de balles. Là, il a plus de 20 points, plus de 5 passes et il perd moins de 2 ballons par match. Et ça change tout dans cette équipe. Et on sait, face à Boston, Eric Bledsoe,
il va être revanchard. Ouais, On se souvient l'année dernière, ouais. Terry Rozier, qui s'était foutu de sa gueule, il avait perdu clairement son match-up face à Terry Rozier. Et je sais pas pourquoi je sens gros comme une maison que Eric Bledsoe n'attend qu'un truc, c'est retrouver les Celtics. Il peut, parce qu'on se rappelle que Terry Rozier, l'année dernière, on voit dans les commentaires, Terry Rozier avait fait une série de playoffs incroyable contre Milwaukee. Ce step back pour la game, même si Middleton derrière marque de 15 mètres, là, eh bien, on avait senti à quel point Terry Rozier avait du potentiel et Bledsoe n'avait trouvé aucune solution. La réalité, c'est qu'il joue aussi contre des mecs qu'il domine. Reggie Jackson et Smith, il est plus fort, c'est ce qui lui permet d'augmenter ses stats. On l'attend face à d'autres joueurs, on lui enlève rien Bledsoe parce qu'il fait vraiment une saison sous Budenholzer de très haut niveau. On retrouve enfin, il n'y a plus de pépins physiques aussi, on retrouve enfin le mec qui avait du potentiel à la fois aux Clippers, puis ensuite à Phoenix, notamment absolument. On reste vite fait sur Milwaukee qui donc domine. Premier quart-temps, ils sont déjà à +8, à la mi-temps ils sont à +10. Et en fait, jamais tu imagines que Détroit puisse revenir. Et ça, c'est d'une déprime, ça me déprime pour eux en fait. Presque le meilleur match de sa série, presque, avec le retour de Blake Griffin. Le retour, d'ailleurs, une grosse surprise, ça. Ouais, 27 points, 7 rebonds, 6 passes. Après, moi, je le vois courir, je suis inquiet. Il est blessé après. Hein. Mais ils sont sérieux de le faire jouer. Je pense que le match 4, ils vont pas le faire jouer, j'espère. J'espère, parce que moi, je vois Blake Griffin qui est héroïque, hein, vraiment. C'est vrai. Il boite, quoi. Enfin, il est blessé, quoi. Il boite bas. Enfin, oui. je comprends pas trop. Avec un grand truc sur la jambe. Après, Middleton est très fort de l'autre côté. Ils mettent dedans. Leur spacing est toujours fait toujours autant de ravages. Et puis, tout le monde s'éclate dans cette équipe. Ouais. Tout le monde a des tirs ouverts et tout le monde filoche. Ça fait beaucoup. C'est compliqué pour passer sur Détroit. Ils ont 7 joueurs à plus de 11 points. C'est une belle victoire. On peut basculer sur Détroit, donc il va certainement se faire sweeper. Et j'espère qu'ils ne font pas faire jouer Blake Griffin, qu'ils vont protéger leur superstar. Le mec a fait une saison énorme. Moi, je ne sais pas ce que tu penses de la série de Drummond. Bah, je veux te dire ce que je pense. Hein. Blake Griffin l'a protégé en conférence de presse en disant qu'il était là depuis des années. Un discours un petit peu de façade. Mais André Drummond, c'est une catastrophe. On dirait un préadolescent sur un terrain de basket. André Drummond devrait être un joueur dominant de NBA. Il est par les stats. Hein, quand tu fais du 15 et 15, on ne peut pas dire que tu n'as pas d'impact sur les matchs. La réalité d'une série, c'est que tu es hyper scouté et que l'équipe adverse te met toujours dans la merde, on va dire. Donc c'est à toi de trouver les solutions pour être meilleur. Là, qu'il est en face du Brook Lopez, ce type de joueur, alors costaud et qui va t'embêter. Mais Drummond doit être meilleur qu'un joueur comme Brook Lopez en 2019. Il y a 5 ans, je dis pas, mais là aujourd'hui, Drummond doit dominer, placer des hooks, soit très fort au rebond et ainsi de suite. Et on ne retrouve pas justement ce type d'assise qu'il devrait permettre de donner à son équipe. Et voilà, il est en grande galère et donc son équipe est en galère. Mais l'équipe est moins forte de toute manière. Non, mais tu vois, c'est pas une surprise non plus, malheureusement. Moi, à son âge, d'être systématiquement sur des matchs importants de playoff en problème de faute, en fall trouble, comme on dit. Fall trouble, yeah. Tu vois, pendant la saison, il tourne à 2 fautes de moyenne, et là, sur tous les matchs, il a plus de 4 fautes il est tout le temps, il mord à toutes les feintes. Tonton, t'es plus un rookie, quoi. T'es plus un sophomore. C'est vrai. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est dans la tête ça, tu crois? Je sais pas, mais je crois que moi, c'est plus de quand t'es tout le temps en problème de faute comme ça. C'est que t'es mentalement pas prêt à jouer. Tu te prépares pas bien pour le match. Ça peut arriver une fois, plusieurs fois. De temps en temps, ça peut arriver. Tu te fais baiser par un mec ou deux, t'es en retard, un mec défend pas, tu viens dans l'aide. Bon, mais là, il est tout le temps, systématiquement, ça tombe sur lui. Et il fait du mal à son équipe. Et donc, pour moi, il est pas prêt mentalement à jouer des matchs comme ça de play-off, quoi. Il est pas prêt à jouer. Encore une défaite donc de nos amis de Détroit. Un sweep est envisagé. Est-ce que tu vois Détroit capable à domicile de prendre un match? Surtout, je crois qu'il ne faut surtout pas faire jouer Blake Griffin, je le répète. Puis il est temps que cette saison réussie de Détroit, n'oubliez pas, il retrouve les playoffs après 2 ans sans les jouer. Il y a l'arrivée de Dwayne Casey qui a mis certaines choses en place. Maintenant, on connaît les axes. Il y a Luke Kennard pendant ses playoffs qui s'est aussi éclaté, qui a un petit peu émergé tardivement, mais qui a émergé. Voilà, il y a des certitudes, il y a d'autres interrogations. On sait qu'on doit aller sur un poste de meneur absolument. Qu'entre Blake Griffin et André Drummond, c'était quand même un axe 4-5 intéressant. Voilà, on sait maintenant où on va travailler. Il est temps que cette saison s'arrête parce que vraiment, quand je vois Griffin boiter comme ça et cette équipe se faire marcher dessus, voilà, il est temps que la saison des Pistons s'arrête. Ils n'ont rien volé, ils sont allés en play-off. Bravo, messieurs. Maintenant, c'est terminé pour vous. C'est ce soir, donc un sweep? Oui. Sweep de ce soir, il y a 2 matchs. Hein. 2 matchs qui pourraient permettre de voir 2 sweeps. Hein. Il y a Utah face à Houston, 4e match donc à Salt Lake City, et donc ce fameux Milwaukee Bucks face aux Detroit Pistons. Et on rappelle qu'au prochain tour, donc ce sera Boston-Milwaukee. On aura largement le temps d'y revenir, de faire des previews et de voir les match-ups, qui prendra l'ascendant sur l'autre. Ce sera très très cool. Hier soir, il y avait le 4e match entre Orlando et Toronto. Eh bien, Toronto, c'est encore une fois éclaté, j'ai envie de te dire, face à l'équipe d'Evan Fournier, 107-85. Kawhi Leonard, en mode Kawhi Leonard, MVP trop fort. Qu'est-ce que tu as vu de ce match-là?
Orlando a gagné un match, j'ai c'est un vu exploit sur la série, j'ai envie de te le dire J'ai vu un finalement. match de Coupe de France avec une équipe de Ligue 1 et une équipe de CFA. Alors c'est dur pour le Magic qui a réussi sa saison en allant gagner le premier match à Toronto. Mais quand on prend l'historique de Toronto, finalement d'aller gagner le premier match à Toronto, est-ce que c'est vraiment un exploit? Je ne sais pas. Non, la manière était cool. Maintenant, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes et ça se voit sur le terrain. Je trouve quand même qu'Orlando est vaillant, se bat avec ses armes, mais en face, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop athlétique. Vucevic est dans une brave galère. Si Marc Gasol en face, offensivement, n'est pas très bon, par contre, il lui met une misère défensive. Ibaka, pareil. Non, voilà, Evan Fournier fait un bon match et on voulait revenir, Tom, sur ses stats un petit peu en baisse, Ouais. ses playoffs par rapport à sa saison régulière. Tout à fait. Evan est un joueur de défi. Il était attendu, lui aussi, comme toute son équipe, pendant ses playoffs. Alors, Toronto est plus fort, mais c'était intéressant de voir comment allait se comporter le Français. Eh bien, voici ses stats sur cette petite série de playoffs face à Toronto. Alors, oui, quand tu as des joueurs aussi forts en face, c'est compliqué. Il est à 13 points par match, avec des pourcentages qui sont faibles. On le sent pas à l'aise, j'ai envie de te dire. On le sent dans l'intensité. Qui galère, il met 19 points sur le match 3. Il Match est 4. bien. Ouais, mais 19 points, d'accord. Mais bon, c'est une série globale. Donc, c'est pas le meilleur Evan Fournier, pas le meilleur visage d'Evan Fournier qu'on a pu voir. Après, les mecs sont pas fous. Hein. Toronto, c'est une équipe de défense. Tu prends les stats, tu regardes depuis quelques années. Evan Fournier, c'est l'option numéro 1, numéro 2 de cette équipe-là. Ouais. Donc, ils savent très bien qu'il faut lui mettre une pression, Bien qu'il faut sûr, l'aider bien sûr. rapidement. Donc, effectivement, il a des 25% à 3 points, c'est vilain. 34,5% de moyenne générale aussi dans le tir, c'est pas beau. Non. 13 points, il est en deçà de ce qu'il fait, mais je pense qu'il est ciblé. Et voilà, mais il retrouve les playoffs. C'est un apprentissage pour toute cette équipe. Absolument, et on a beaucoup parlé de Vucevic. Vucevic aussi permet à toute l'équipe de rayonner. Si Vucevic est bon poste bas, et bien ça te donne des tirs ouverts sur des petites passes à 45 ou sur du pick and roll. Malheureusement, Vucevic lui aussi se fait complètement bouffer par Ibaka, Siakam, toute la clique et Marc Gasol. Et on voit une différence quand même, un écart entre ces deux équipes qui est très très conséquent. Et après le premier match, on pouvait imaginer que ce soit un peu plus Ah serré. ouais, mais bon, après le premier match, ils ont un meneur de jeu qui régale tout le monde et qui score et qui tue les matchs. c'est Mais sûr. ça dure un match. Sinon, Didier Augustine n'aurait pas la carrière qu'il a. Il a C'est fait ça, un c'est vrai. premier match et depuis, quand même, il rame notre ami. Il a du mal à faire jouer son équipe, à faire briller les autres. Et ça s'explique avec les stats d'Evan. Quelques petits commentaires vite fait sur cette série avant d'aller sur la 4e de la conférence Est. Le bloc d'Ibaka sur Gordon est énorme. Ça, c'est vrai. Aaron Gordon qui fait un bon match, hein, malheureux. Lui qui a de bons. En fait, il joue tout seul, j'ai l'impression. Tu sais, il fait son truc de son côté. Mais il fait des stats. Evan doit défendre sur Kawhi Leonard, du Lord. Ça aide pas à rester lucide derrière en attaque. Son 3e match était catastrophique. Ça a plombé ses stats. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai vu aussi Evan devrait jouer meneur. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense qu'Evan, il est bien dans cette équipe en tant que deuxième arrière. Maintenant, c'est une forte défense. Hein, Surtout quand t'as Kawhi dessus. Honnêtement, les Raptors, ils ont perdu le premier match, ils ont eu une haine et depuis, ils sont mis à défendre. Et Evan meneur, Evan deuxième arrière, c'est pas que Evan, c'est que tous, dans leur match-up, ils sont sur le reculoir. La défense des Toronto Raptors est une des meilleures défenses de la ligue et on le sent tout de suite. Et cette équipe d'Orlando, pour l'instant, c'est pas son niveau. Ils n'arrivent pas à répondre. Et en même temps, il y a une forme de logique sportive qui est respectée. Evan meneur, Evan défendre sur Kawhi, je suis pas sûr que ça change les choses. Hein. Absolument. Comment tu imagines le reste de la série? Est-ce qu'ils vont prendre un match à Toronto? Là, retour à Toronto, on imagine que nos amis canadiens vont clôturer ça tranquille. Ce sera donc encore une série courte parce que la plupart de nos séries, là, de ces playoffs-là, il y a des gros écarts. En fait, il n'y a qu'une seule série serrée. Il n'y a que Denver, San Antonio. Sinon, il n'y a que du 3-1, du 3-1, du 3-0, du 4-0. Et finalement, on va arriver rapidement dans le deuxième tour. C'est pas pour nous déplaire. Le match 5 donc, est mardi soir. Et on imagine Toronto donc faire un sweep après la première défaite. Allons sur le dernier match de cette conférence Est. C'est Philadelphie, Brooklyn. Et là, pour le coup, le niveau est bien plus serré. Philadelphie mène 3-1 face à Brooklyn avec cette belle victoire 112-108 sur le parquet du Barclays Center. Il y a plein de choses à dire. C'était un match magnifique qu'on a pu voir hier. C'était à 19h, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. 112-108. Un Joel Embiid à 31 points, 16 rebonds, 7 passes, 6 contres. Il a fait un chantier extraordinaire. Magnifique match à voir, Erwan. Intensité de ouf. Intensité de fou, je me suis régalé, mais cette équipe des Nets, de toute façon, on est rarement déçu avec elle. Maintenant, on est déçu sur la fin du match. On a forcément un petit pincement au cœur. On se dit, ah putain, celui-là, c'était un match pour eux. Ils auraient dû le prendre. Mais après, voilà, on est encore dans l'apprentissage des choses. C'est une équipe jeune. Et on a vu que notamment s'ils ont mis tous les ingrédients pendant 45 minutes, les 3 dernières minutes leur ont été fatales. Absolument. Et c'est comme ça qu'on apprend à la dure. Ce qui est fou dans ce match, c'est qu'on a tous cette impression que Brooklyn va gagner, que Brooklyn déroule, que D'Angelo Russell est très bon. Il finit à quoi hier soir? 21 points, 6 passes, 7 rebonds. Caris LeVert est un joueur magnifique. Il est revenu dans le 5 majeur. Là. Il finit à 25. On va revenir sur Dudley dans quelques secondes. Mais j'ai eu l'impression que cette équipe allait gagner au talent, aux idées tactiques aussi.
mais ils sont confrontés à un truc que les anciens, tu vois, les Jimmy Butler, ce genre de joueurs, ont en eux, c'est que, tu vois, tu peux être bon, mais sur 3-4 stops, tu vas te faire niquer, et JJ Redick est un je sais pas, un assassin, hein, tu vois, un gars qui il te met des T-jeux incroyables sur fin de match, et donc du coup, tu gagnes comme ça, au talent. Lui et Mike Scott. Mike Scott, magnifique T-jeux. Je veux revenir sur D'Angelo Russell, t'as pas trouvé qu'à la fin, sa gestion, elle est plus que suspecte. Il y a quand même Caris LeVert qui gagne tous ses match-ups, que ce soit sur les changements, qui est dans la création, qui est peut-être dans un meilleur momentum. Et D'Angelo Russell, quelque part, comme tu aimes bien dire, il a voulu jouer un petit peu au hero ball. Il a voulu dire, OK, c'est moi qui vais faire gagner cette équipe-là. Ça lui réussit. Et je trouve que là-dessus, il y avait peut-être un mec un peu plus chaud que lui, qui était Caris LeVert. Regarde Damien Lillard, quand McCollum est chaud. Pas en fin de match, hein. Vraiment en fin de match. Si, sur les fins de match, quand McCollum est plus chaud que Lillard sur les matchs, Lillard en tout cas, bégaye moins, lui filer la gonfle. J'ai trouvé que D'Angelo Russell n'a pas trouvé les bonnes options. Après, il n'est pas tout seul. Moi, ce que je vois sur D'Angelo Russell, c'est qu'au contraire, il met des gros tirs. Je le vois mettre des gros tirs à 3 points, une petite passe D pour Joe Harris sur un pick and roll. Il fait des bons plays. Après, la réalité d'un match, c'est que sur une fin de match, c'est des pièces en l'air, un peu, j'ai envie de dire. Il est meneur de jeu et que Caris LeVert ne va plus la balle sur les 4 dernières minutes. Je sais pas. Non, mais pourquoi pas? J'ai pas l'impression qu'ils perdent parce que D'Angelo Russell est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on parle vraiment des dernières minutes. Mais en tout cas, j'étais frustré de ne pas voir Caris LeVert avec la balle en ballon et la balle en main sur la fin du match. Dinwiddie aussi était dans notre affaire. Hein, 18 très points. Bon. Il est à moins 16 de plus-minus. C'est ça qui est fou. Il fait un super match, il est à moins 16 de plus-minus. Après, c'est pas sur lui qu'il faut tomber. Hein. Ah non, pas du tout. Je te dis ça parce que là, il y en a j'ai noté. Il y en a notamment un que tu viens de citer. Allez, vas-y, je t'en prie. Notre ami l'escroc. Jared Dudley. Non. Joe Harris. Joe Harris, attends, j'ai ses petites stats à Joe Harris. Joe Harris, il est à 10 points sur le match, à 0 sur 6 à 3 points pour un shooter à 3 points. Mais Joe Harris, il est honteux en fait. Tu vois, j'ai écrit il est honteux. Il est à 0 sur 12 à 3 points sur les 3 derniers matchs. On se souvient qu'il est très bon sur le match 1 depuis, c'est 0-12 à 3 points, 7 sur 25 sur les 3 derniers matchs. Et il joue beaucoup, champion. Hein. Et il joue beaucoup. Et il joue beaucoup. Et il a des tirs, et attention, il a des tirs ouverts. Hein. Il a des tirs pour tuer le game, il le fait pas. Ouais, absolument. Allons donc du coup sur cette affaire de Jared Dudley et ce début d'échauffourée. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de Jared Dudley. On peut le mettre dans le truc des Pat Beverley, de Draymond Green et tout ça. On peut encore voir les images. Jusqu'à son pétage de plomb, je trouvais que son rôle archi intéressant. Et quelque part, il arrivait à rentrer dans la tête d'Embiid, peut-être pas, un peu, mais surtout de Ben Simmons. Il arrivait vraiment à rentrer dans sa tête, quand il lui répond qu'il met le panier à 3 points et tout. Je pense que Simmons, ça l'agace. Et s'il agace, quelque part, il a gagné. Maintenant, quand il pète les plombs comme ça, alors que le momentum est pour les Nets, moi, je crois qu'il fait du mal à son équipe. Il fait plus de mal à son équipe. Notamment parce que il met Dudley dans le 5 qui est bon, qui a un impact, qui parle au mec, qui casse un peu le rythme et surtout qui marque des paniers. Donc il est intéressant dans le jeu. Et à partir du moment où il est plus sur le terrain, il est obligé de faire jouer qui? Des gens moins forts. Desmarais Carroll. Et Desmarais Carroll, c'est sûr que c'est pas sa meilleure période. En termes de pipasse, de mec, quand ça compte. C'est lui ou Will Jefferson, quoi. C'est un fantôme. D'ailleurs, on salue l'album de Wax qui s'appelle Fantôme, il est disponible. Et du coup, il est obligé de foutre Desmarais Carroll sur le terrain. Il y a peu de Jared Dudley qui est mineur par son expérience, par sa dureté, par son trash talk, arriver à gêner un petit peu. Le fait qu'il soit plus là, certes, Butler n'est plus là, mais en face, pour moi, le déséquilibre de cette affaire, il est côté Nets et pas côté Sixers. D'accord. Non, tu penses pas? Parce que moi, je lisais dans les tweets, ils disaient « Ah ouais, mais c'est Philly qui est le plus emmerdé parce qu'il perd Jimmy Butler. » Non, pour moi, vraiment, ils ont trouvé des solutions à Jimmy Butler parce que tu as Tobias Harris et derrière Ben Simmons, comme par hasard, a un super passage défensif et offensif. Et derrière, ils sont obligés de faire jouer Desmarais Carroll. Et Joe Harris un peu plus. Sur le principe, oui, tu peux dire que si y a une équipe qui perd Jared Dudley et le Jimmy Butler, celle qui perd Jimmy Butler... Il y a la réalité du match. La réalité, c'est que derrière, c'est vrai que Desmarais Carroll ou Will Jefferson ne sont pas au niveau et souffrent énormément sur Ben Simmons qui, mine de rien, impose un défi physique. Jared Dudley résiste, d'ailleurs, c'est une surprise qu'il soit dessus et qu'il arrive à résister, à mettre des gros tirs et à faire kiffer toute la salle. Je sais pas, je pense que l'équipe est moins forte et qu'ils se mettent quand même dans des positions où ils peuvent gagner des matchs et c'est déjà en soi une réussite. Voilà la réalité de ça, c'est que Philadelphie mène 3-1, c'est pas la surprise de l'année. Quand tu vois le contenu des matchs, là tu dis putain, ils ont raté le coche, il y aurait dû avoir 2-2. Alors c'est facile à dire après, je suis persuadé que si Dudley fait pas ça, vraiment il gagne. Il gagne parce que lui, les tirs qu'a Desmarais Carroll grand ouvert, je pense que Dudley les aurait mis. Oui, mais là, c'est des si quand même. C'est des si, mais donc c'est pour ça que
Ils sont dans le match, ils sont devant à la fin du match. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Ils ont le momentum. Bon, il y a une faute un peu dure de Embiid, mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller faire le fou comme ça? J'ai trouvé ça. Moi, j'ai aimé ça parce que tu sais, c'est ce qu'on dit tout le temps sur l'équipe de France ou sur le PSG, par exemple, c'est que quand il y a un regroupement comme ça, ou parce qu'il fait encore une énorme faute, Joël Embiid, hein, faut arrêter de mettre des coups de truc, des coups de hache au pauvre Jarrett Allen qui va revenir avec le nez en sang. Il arrive pour protéger son gars. Il va pas en mettant une droite, il le pousse. Alors c'est grossier, certes. Mais il y va parce qu'il faut protéger ses gars. Mais D'Angelo Russell arrive en courant et tout. C'est aussi ça les playoffs. L'équipe de France, c'est un bon exemple. Contre l'Espagne notamment, c'est ça. On avait envie qu'ils leur mettent des brins parce qu'ils étaient. Parce que des fois, quand t'es mené, quand t'es sur le reculoir, t'as besoin des fois d'inverser la tendance en mettant. Pas forcément. En faisant ça. Ben, un peu quand t'es au-dessus, tu le fais aussi parce que là, pour tu moi, montes tes physiques. Les Nets n'avaient pas besoin de ça. Vraiment, des fois, on en a besoin. Là, pour le coup, les Nets n'avaient pas besoin de ça. Et la suite du match me donne raison parce que je trouve qu'on n'a pas trouvé meilleur sur le banc des Nets que Jared Dudley. Il y a Matt qui nous dit après il y aurait eu Butler encore sur le terrain, du coup pas sûr que tu gagnes dans le money time. Butler n'était pas dans un grand soir. C'est sûr, mais en général dans le money time il sait faire des petits step back à droite. Quelques commentaires pour clore cette petite page de la conférence Est, les amis. Hop, je retrouve ma petite page avec vos commentaires. Tac tac tac. De base, il cherche à faire exclure Joël Embiid. Nous dit Mehdi pour revenir sur cet incident. Il y a un peu de ça plus que Jimmy Butler. Jimmy Butler vient le pousser aussi. Il va pas y arriver parce que l'interview d'après match où il a un nobody m'a régalé. Il y a le nobody plus mature que lui. Il régale. Il y a ça, et il y a Jimmy Butler qui vient et qui dit je viens pour voir si Joel Embiid va pas dire des dingueries, et il dit oui, bah nous de toute manière le but c'est de pas se retrouver dans la situation des Warriors il y a 2 ans, donc mener 3-1 et perdre, et là ils partent en fou rire, mais tu sais c'est des moments quand même, c'est des petits branleurs quand même, c'est des branleurs, mais qu'est-ce que ça me régale, tu vois, toujours pareil, quand tu gagnes on ne dit rien, s'il avait perdu, et ben j'imagine que tout le monde lui serait tombé dessus. Jarrett Allen a souffert physiquement en fin de match. Il est tout seul, hein, tonton. Il n'y a pas de rotation. Hein. Ed Davis était en civil, le pauvre, il est vaillant. C'est vraiment un bon joueur. Il fait kiffer, c'est un bon joueur. Ouais, c'est un vrai bon joueur. Toujours disponible et des bonnes mains. Bon défenseur. Après, il tire la langue sur la fin, mais on peut le comprendre. Hein. Tout à fait. Le prochain tour, ce sera, a priori, si Philadelphie passe, ce sera Toronto-Philadelphie. Bon courage. Les demi-finales de la conférence Est vont être magnifiques. Voilà, on a fait le tour sur cette ce run de playoff. Conférence Ouest d'abord, conférence Est. Après, si vous avez regardé l'une des 2 vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la deuxième et à mettre un petit pouce bleu, puisqu'on aime ça et c'est ce qui nous fait vivre. Il nous reste une petite séquence de 10 minutes. J'ai vu qu'Yann, tu es dans les commentaires, il reste 7-8 minutes. On va vous présenter, les amis, un futur prospect de la NBA, c'est Cam Reddish.